Hola la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un conseil qu'on entend absolument partout dans le développement personnel et l'entrepreneuriat. C'est presque devenu une règle d'or pour certains. Se lever très tôt le matin. Alors, est-ce qu'il faut vraiment se lever à 5 heures du matin pour réussir dans la vie? Eh bien écoutez, avant d'en discuter, je vous montre juste la boisson que je vais goûter aujourd'hui qui est Woolworths Organic Health. Bref, en gros à la fleur de sureau. J'ai pas voulu le dire en anglais, vu mon accent. Et je vous donnerai comme d'hab la petite note à la fin, en espérant qu'un jour on trouvera la boisson parfaite. Parfaite pour la santé et parfaite au goût. Allez, c'est parti. Ce conseil, c'est un peu le mythe qu'on retrouve dans tous les réels de morning routine. Tu te lèves à 5 heures, tu bois un verre d'eau avec du citron, tu fais du yoga face au lever du soleil, tu lis 30 pages de Tony Robbins et tu prends un bain dans ta baignoire Ikea. Avouez que le discours, il est quand même incroyablement séduisant. Il dépeint l'image de matin serein, sans interruption. On se réveille avant le monde, avant que les emails n'affluent, avant que les enfants aient besoin de petit déjeuner, avant que les exigences interminables de la journée commencent en gros. On engrange 2, voire 3 heures de pure concentration, de travail, de méditation ou d'exercice. Et puis on profite de ce sentiment d'être en avance pour le reste de la journée. Qui ne rêverait pas de ça franchement? On entend d'ailleurs beaucoup d'anecdotes de personnalités publiques. Tim Cook, il commencerait à envoyer des emails à 3h45. Michelle Obama, elle était connue pour aller à la salle de sport à 4h30. L'acteur, Mark Wahlberg, est connu pour commencer sa journée de façon extrême avec un entraînement dès 4h du matin aussi. C'est un récit puissant, non? Il suggère que le succès n'est pas seulement une question de travail, il dépendrait aussi du moment où on s'y met. Mais est-ce que du coup, c'est ça le seul chemin vers le succès? En fait, cette idée part d'un vrai principe, la gestion de son temps et la productivité. Beaucoup de personnes se lèvent tôt car le matin est souvent un moment calme où on n'est pas dérangé. Et oui, c'est un levier pour certains, d'ailleurs je vous en parlerai après, mais c'est aussi le mien en réalité. Mais de votre côté, vous avez peut-être déjà tenté de vous lever plus tôt, vous avez peut-être réglé votre sommeil, avalé votre café, mais vous vous êtes rendu compte qu'au lieu de vous propulser vers la réussite, vous imposer un horaire anormal vous a coûté très cher. Sachez que vous êtes loin d'être seul et on va voir pourquoi dans une seconde, mais commençons par parler des chronotypes parce que c'est la base. Si vous êtes comme moi, avant d'écrire cette vidéo et de me renseigner davantage, vous pensez probablement qu'avec un peu de volonté et de régularité, on peut simplement s'habituer à l'horaire de son choix. Mais la réalité, c'est que c'est pas si facile finalement. Bon, un peu de science du coup, car comprendre notre corps, c'est la première étape pour travailler avec lui et non contre lui. Au plus profond de notre cerveau vit l'horloge centrale de notre corps. Dans cette horloge, certains gènes, souvent surnommés les gènes de l'horloge, s'activent et se désactivent selon un schéma précis. Et ce schéma, il est unique à chacun et il définit notre chronotype, c'est-à-dire le moment de la journée où nous sommes naturellement plus éveillés et plus performants. Alors qu'est-ce qu'un chronotype exactement ? C'est notre prédisposition biologique à être matinale, intermédiaire ou vespérale. Vous l'aurez compris, ce n'est pas un choix, c'est en grande partie génétique, comme la couleur des yeux ou la taille. Décomposons maintenant les principales catégories selon le docteur Michael Breus, un psychologue du sommeil américain qui a popularisé ces 4 chronotypes dans son livre The Power of When. C'est un modèle populaire qui simplifie les chronotypes pour mieux les comprendre. Scientifiquement, on parle plutôt, comme je vous l'ai dit juste au-dessus, de chronotypes matinaux, intermédiaires ou vespéraux. Pour commencer, il y a l'ours. Il constitue le groupe le plus important, environ 40% de la population. Ils se réveillent naturellement avec le soleil, se sentent plus alertes pendant la journée et commencent à se détendre après le coucher du soleil. Leur cycle veille-sommeil, il s'harmonise assez bien avec une journée de travail classique de 9h à 17h. Ils sont généralement productifs le matin en début d'après-midi et se fatiguent le soir. Les lions, les lève-tôt classiques, environ 25% d'entre nous. Ce sont ceux qui bâillent à 21h et bondissent littéralement du lit avant l'aube. Souvent sans réveil, se sentent instantanément reposés et prêts à affronter la journée. Leur productivité maximale se situe clairement le matin. Ils ont tendance à faiblir en fin d'après-midi et en soirée. Les loups maintenant. Ensuite, nous avons les noctambules, qui représentent également environ 25% de la population. Ce sont ceux qui s'épanouissent véritablement après le crépuscule. Leur créativité est débordante, leur concentration s'affine et leurs heures les plus productives se prolongent jusqu'à tard dans la nuit. Ils dormiraient volontiers jusqu'à 8, 9, voire 10 heures du matin si le monde, avec ses exigences incessantes, le leur permettait. Passons au dernier chronotype qui, vous allez voir, n'en est pas vraiment un, les dauphins. Il s'agit du chronotype le plus petit, représentant environ 10%. Les dauphins ont généralement le sommeil léger,
souvent un peu insomniaques et peinent à trouver un sommeil régulier, quel que soit leur emploi du temps. Ils ont tendance à avoir des rythmes de sommeil irréguliers et se sentent souvent fatigués même après un sommeil qui semble suffisant. Leurs pics d'énergie sont moins prévisibles, ce qui fait de la routine un combat permanent. Le dauphin, comme je vous l'ai dit, c'est pas un vrai chronotype reconnu en chronobiologie, mais ce docteur-là, il l'a intégré pour représenter un profil qui existe bel et bien, les personnes qui ont un sommeil irrégulier ou qui souffrent d'insomnie légère. Bref, commençons à déguster parce que j'ai soif. Bref, en réalité, bien qu'on puisse légèrement modifier son chronotype, 1 heure environ par semaine dans un sens ou dans l'autre, c'est le maximum avant que ses performances, son humeur et sa santé ne se dégradent. Un décalage chronique entre son rythme naturel et son horaire imposé n'est pas seulement gênant, c'est un trouble médicalement reconnu appelé désynchronisation circadienne et c'est une source de stress pour tout l'organisme en réalité. Donc obliger un couche-tard à se lever à 5 heures, c'est comme demander à un poisson de grimper à un arbre. Oui, j'avais vraiment que ça comme exemple. Bref, ça entraîne tous les coûts cachés dont on va parler juste après. Vous l'avez donc compris, l'information cruciale que tant de gourous de la productivité ignorent, notre chronotype est en grande partie héréditaire, comme je vous ai dit. Il ne change que légèrement au cours de notre vie. On pourrait devenir un lève-tôt légèrement en vieillissant, mais un loup deviendra rarement un lion, par exemple. Parlons maintenant des coûts cachés, parce que oui, il y en a beaucoup. Abordons d'abord la conséquence évidente, mais souvent ignorée malheureusement, le manque de sommeil. C'est le moyen le plus rapide et le plus efficace de détruire vos performances cognitives. Il ne s'agit pas simplement d'une sensation de fatigue, mais d'une déficience mesurable et significative. Un adulte a besoin en moyenne de 7 à 9 heures de sommeil de qualité par nuit. Réduisez ce nombre à 5 ou 6 heures régulièrement et votre cortex préfrontal, cette partie incroyable et complexe de votre cerveau qui gère les fonctions exécutives ou la prise de décision ou la résolution des problèmes ou encore le contrôle des impulsions, il va commencer à vous ignorer. Qu'est-ce qui se passe du coup? Votre temps de réaction diminue considérablement, votre mémoire s'embrouille, ce qui rend difficile du coup la rétention de nouvelles informations ou la gestion de plusieurs pensées. Et vos sautes d'humeur sont plus rapides, beaucoup plus rapides. Vous devenez irritable, moins patient et sujet à des erreurs de jugement, ce qui n'est certainement pas propice à la performance, disons-le. D'ailleurs, une analyse approfondie de Stanford sur les joueurs de la NBA a montré que le simple fait de prolonger leur sommeil nocturne à plus de 8 heures améliorait leur pourcentage de lancers francs et de tirs à 3 points de 9%. Chacun, 9%. Dans un monde hyper compétitif, surtout du sport professionnel, c'est toute la différence entre gagner et perdre, entre un titre et entre une élimination prématurée. Pourquoi? Parce que le sommeil, c'est pas seulement un temps d'arrêt, c'est un travail actif pour notre cerveau. Notre cerveau profite également de ce temps pour éliminer les déchets neuronaux qui s'accumulent à l'état de veille et sont liés aux maladies neurodégénératives. C'est également à ce moment que votre corps il se réapprovisionne en neurotransmetteurs vitaux comme la dopamine, la sérotonine qui sont essentiels à l'humeur par exemple, à la motivation et à la concentration tout au long de la journée. Donc vous le voyez, c'est important. D'ailleurs, une étude de chronobiologie fascinante de 2021 a mis ça à l'épreuve. Les chercheurs ont constaté que lorsque les participants couchent tard, des personnes donc naturellement enclines à se coucher et à se lever plus tard, étaient tirés du lit 2 heures avant leur heure de réveil naturel, leur taux d'erreur augmentait au test logique de 34%. Et voilà le hic, ça s'est produit même après 1 semaine d'adaptation. Imaginez, 1 semaine d'adaptation et ils commettaient encore un tiers d'erreurs supplémentaires. En d'autres termes, on ne peut pas simplement se discipliner pour contourner les principes fondamentaux de notre biologie. Votre volonté vous fera peut-être sortir du lit, mais elle ne reprogrammera pas votre cerveau comme par magie pour qu'il fonctionne de manière optimale à une heure pour laquelle il n'est pas conçu. Maintenant, peut-être que les plus têtus d'entre vous, qui ont encore du mal à y croire, se disent qu'une semaine d'adaptation, c'est ridicule, et qu'en maintenant un rythme davantage de temps, notre corps s'adaptera forcément. C'est aussi ce que je me suis dit au début. Mais alors, est-ce que c'est vraiment le cas? Prenons l'exemple, par exemple, d'une personne matinale qui serait obligée de travailler de nuit pendant plusieurs années. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il existe bien une adaptation partielle. Après plusieurs mois,
parfois après plusieurs années, certaines fonctions cognitives s'alignent mieux sur l'horaire nocturne et le corps finit par trouver un genre d'équilibre fonctionnel. Mais les études montrent que même après de longues périodes, l'horloge biologique ne se réinitialise jamais complètement. On observe notamment que, par exemple, les travailleurs de nuit à long terme continuent d'avoir une sécrétion de mélatonine désynchronisée et un sommeil moins profond, même après plusieurs années. Deuxièmement, le retour à un rythme diurne est possible, mais souvent très difficile. Le sommeil met du temps à se réguler, l'endormissement est instable, la fatigue reste quand même présente. Troisièmement, si cette même personne était amenée à reprendre un travail de jour après 5 années de nuit, par exemple, alors le corps ne reviendrait pas à l'état d'avant en un claquement de doigts. La plasticité existe, oui, mais l'horloge interne garde une inertie, comme un élastique qu'on étire longtemps et qui ne revient jamais totalement à sa forme initiale. Donc oui, sur le principe, le corps s'adapte, mais cette adaptation n'est jamais parfaite et complète. Donc en réalité, la question pour être productif qu'il faut se poser n'est pas à quelle heure je dois me lever, mais qu'est-ce que je fais de mes heures éveillées ? On peut se lever à 5 heures, mais si on scrolle 2 heures sur TikTok, oui, je vous vois, ça ne changera rien. On peut donc très bien se lever à 8 ou 9 heures et être plus productif que certains qui sont debout depuis 5 heures, si on est bien organisé bien sûr. L'idée c'est de trouver notre rythme naturel qui nous permet d'être en forme et focus sur nos objectifs. Donc le fil conducteur qui relie tous les individus qui réussissent, quelle que soit leur heure de réveil, et qu'ils réussissent non pas parce que l'heure elle-même est sacrée, mais parce qu'ils ont construit leur routine, leurs habitudes de travail et toute leur vie autour de leur cycle, leur propre cycle. Conclusion, boisson avant de revenir à la suite. J'ai dit un premier avis, mais je vais regoûter parce qu'on ne regoute jamais assez. C'est un taux de sucre, les potes. Oh, mamma mia! Depuis le début, je n'avais pas goûté des comme ça, mais là, c'est un taux de sucre. Alors, je pense que c'est pour les gens qui aiment le soda, les trucs comme ça, mais là, c'est waouh! Bon, je vais regarder les ingrédients vite fait, mais ça envoie là. Boisson biologique légèrement pétillante aromatisée à la fleur de sureau. Jus de fruits à base de concentré, jus de pomme, jus de raisin, jus de citron, eau pétillante, arôme de fleurs, extrait de fleur de sureau. Vous voyez, c'est les jus, je pense, qui sont ultra sucrés, mais là, c'est... Faut vraiment être dans un truc de soda, comme je vous ai dit. Je pense que si vous aimez le soda, le taux de sucre ne va pas vous déranger plus que ça. Moi, je suis fan de la fleur de sureau, donc très cool au niveau de saveur, mais par contre, beaucoup trop sucré. Je ne pourrais pas boire ça, moi, au quotidien, clairement pas. Mais par contre... Oh, je n'ai pas fini ma phrase. Hein. Oui. Pardon, mais elle est sûre. Oh mon Dieu. Waouh. C'est rude. Je vais mettre... le goût est bon, mais beaucoup trop. C'est genre écœurant. Je ne pourrais pas manquer une canette entière, donc je vais mettre un petit... malheureusement, ça me fait mal au cœur, sachez-le, pour de la fleur de sureau, mais je vais mettre un 5. Parce que... Trop, c'est trop, vous voyez ce que je veux dire? Pour être totalement honnête, je me reconnais un peu dans tout ça. J'ai toujours été plus tôt du matin, mais depuis que je travaille à mon compte, mes journées ne ressemblent plus du tout à un emploi du temps classique. J'ai plusieurs activités, plusieurs flux à gérer, et à partir de 8h, allez, on va dire 8h, 8h30, tout s'accélère. Le téléphone sonne, les messages arrivent, les demandes s'empilent. Bref, vous avez compris, c'est le bordel. C'est pour ça que je me lève à 5h. Pas parce que 5h du matin, ça aurait des pouvoirs magiques, mais parce que c'est le seul moment où le monde dort encore, personne ne m'appelle, personne ne m'interrompt et je peux enfin me poser, réfléchir, avancer vraiment. C'est d'ailleurs à cette heure-ci que j'écris ce script. Donc c'est pour ça que ce modèle, il me convient à moi. Peut-être qu'il ne vous conviendra pas à vous. Il n'est pas universel, mais pour moi, il fonctionne, il respecte mes besoins, mon rythme et surtout ma façon de travailler. Donc de toute façon, gardez en tête que vous n'avez clairement pas besoin de copier la routine matinale d'un CEO de la Silicon Valley pour réussir. N'hésitez pas à adapter vos routines à vous-même. Bref, je vous laisse me dire en commentaire en tout cas à quelle heure vous vous levez et si vous avez justement une routine matinale. Et en attendant, comme d'habitude, je vous récupère pour vous dire au revoir. Eh bien écoutez, on se fait le gros bisou et on se dit à vendredi prochain. Gros bisous.